nouveau journal avec FTM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur votre chaîne préférée, la télévision Tambara, et bienvenue à la grande édition d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Ce lundi, nous ouvrons ce journal avec l'incendie simultané de 4 écoles de la capitale nigérienne. Il s'agit hier de l'après-midi, il s'agit du jardin d'enfants Goudel 1, Goudel 3, école primaire Médoressa Goudel et jardin d'enfants de Kouarkanou. Autre précision avec Ramatou Marou et Kantama Ibrahim. C'était aux environs de 15 heures, au moment que les élèves devraient rentrer en classe, qu'un incendie simultané s'est déclaré dans 4 établissements du quartier Goudel, dans un rayon de moins d'1 kilomètre. Le feu a ainsi de passage ravagé 32 classes en paillotte, un véhicule, 2 motos, des cases gardiens et leurs petits ruminants, plusieurs mobiliers, des manuels et fournitures scolaires. Nous estimons que l'acte criminel est évident. L'acte criminel est évident du fait que c'est des écoles qui sont dans un rayon de moins d'1 kilomètre qui ont pris feu en même temps et au moment où les enfants s'apprêtaient à rentrer dans les classes pour certains et au moment où les enfants étaient dans les classes pour d'autres. Donc ceux qui étaient derrière cet acte criminel ont voulu massacrer au moins 1000 enfants. On voulu massacrer 1000 enfants parce que nous avons en moyenne 50 à 60 élèves par classe. Ça, c'est le débat qu'il faut poser. C'est des individus qui ont voulu massacrer les enfants. Et au-delà de cela, nous avons aussi l'intime conviction que ces gens ont une idée derrière la tête. L'idée, c'est de créer le chaos autour de Goudel. Et au niveau de l'association Kébéo, nous estimons que c'est un acte qui ne va pas rester en tout cas impuni. Et nous appelons les autorités à tout mettre en œuvre pour mettre la main sur ces gens-là qui ont voulu massacrer le village. Pour une bonne sécurisation des établissements scolaires, les autorités et la communauté doivent s'atteler à mettre en place un mécanisme de vigilance permanent autour des établissements du monde scolaire. Il faudrait aussi et surtout mettre fin à la construction des classes en paillotte, au vu du danger que celles-ci représentent pour les élèves et leurs enseignants. Dans cette édition, célébration ce jour 18 février 2022 de la Journée mondiale d'action en faveur des droits de grève. À cette occasion, une de nos équipes a sillonné plusieurs centrales syndicales par rapport à cette journée et ce qu'ils pensent sur la situation de ces droits de grève au Niger. Suivez plutôt. Au Niger, les grèves d'une partie sont respectées ou d'une autre partie ne sont pas respectés par les autorités. Je pense que dans la logique, lorsque quelqu'un dit qu'il va en grève, effectivement, on doit lui donner la liberté d'aller en grève. Parce que c'est toi-même qui cesses tes activités. Tu as cessé tes activités. Tu dis que tu ne vas pas travailler ou bien tu ne vas pas ouvrir ta boutique. Ça, c'est un droit. Mais il ne faut pas aussi que, parce que tu as dit que tu renonces à tes activités, que tu sois opprimé. Et ça, c'est pas logique. C'est pas logique. Qu'on donne la latitude à tout un chacun
qui veut manifester ses mécontentements, de le faire. C'est le droit constitutionnel qui nous donne cela. Mais le droit de grève, ça c'est un droit prévu par la Constitution. On n'a pas besoin de passer par X ou Y pour passer en grève. Puisque du moment où les droits sont pétinés, mais les grèves là, ça c'est les dernières armes des syndicalistes d'aller en grève. Maintenant, quand il s'agit des intimidations, ça ne manque pas. Partout, ça ne manque pas. Les intimidations, ça ne manque pas. Chaque fois, on est sous des intimidations ou des choses comme ça. Du moment où, même en faisant des grèves, surtout d'autres secteurs, en faisant des grèves, quand vous votez des piquets de grève, les gens se mettent à les pourchasser et autres. Ici même, on a l'habitude, ici, en 2004, si j'ai bonne mémoire, on est allé en grève là, par rapport à ça. Là, les policiers ont pourchassé nos militaires jusqu'à ici. Donc, souvent, les droits ne sont pas respectés. Mais les droits là, ça s'arrête, ça ne se donne pas. Les institutions en charge de dialogue social, il y en a plusieurs au Niger. Vous avez le Conseil national de dialogue social. Vous avez le Conseil national du travail. Vous avez le médiateur de la République. Vous avez le Conseil consultatif du travail. Vous avez le comité interministériel de négociation. Vous avez le comité interministériel de négociation avec le secteur de l'éducation. Vous avez les délégués syndicaux. Vous avez les délégués du personnel. Vous avez les inspecteurs du travail. Vous avez le tribunal du travail. Si chacun en ce qui le concerne fait son travail de veille à ce que l'ensemble des textes ratifiés par le Niger soient respectés, à ce que les droits de grève soient respectés, à ce que le statut général de la fonction publique dans toutes ses composantes soit respecté, à ce que le code du travail soit respecté, à ce que l'ensemble des textes y afférents aux textes fondamentaux qui régissent le travail soient respectés, nous pensons qu'il ne devrait pas y avoir difficulté par rapport aux droits de grève. Nous pensons que le gouvernement doit mettre fin ou des démembrements de l'État doivent mettre fin à des intimidations pour que les travailleurs puissent exprimer son mécontentement par rapport à quelques-uns de ces droits qui ont été bafoués pour qu'ils soient mis dans ces... Suite à l'actualité, presque une année après la fermeture de la Cominac, où en étant avec la réhabilitation du site industriel, comment syndicalistes et anciens agents de la compagnie apprécient-ils la fermeture? Quelles sont les possibles orientations de la commune lutte sur le plan économique? Les réponses dans ce télémon du studio Kalango. Le 31 mars 2023, la mine d'uranium exploitée par Cominac, une filière du nucléaire Orano, a cessé ses activités. Le réaménagement de cette infrastructure est un défi qui doit relever le Niger, explique Moussa Babel, directeur départemental des mines d'Arlit. Il indique également que l'option choisie par la mine est le noyage de plusieurs centaines de kilomètres de galeries. L'aménagement du site, c'est pas une petite affaire, c'est aussi une première au Niger. Nous avons l'obligation de la réussir. Et la Cominac aussi, elle n'a pas intérêt à le battre parce qu'il y a un coût. C'est eux qui financent le coût. Et si ça tombe mal aussi, c'est eux qui vont mettre la main dans la bouche. La mine sera là où il ne va pas un intérêt. Il faut minimum 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. L'usine de traitement, l'option qui a été retenue, c'est le démantèlement. Tous ceux qui ont contaminé, ceux qui ont radicellement contaminé sera enfui au niveau de la personne à l'usine. Parce que si on représente la population, ça risque d'amener, ça va amener des problèmes de santé. Cette fermeture n'a pas été bien accueillie par les sous-traitants,
mais également par d'anciens agents de la compagnie. Ils évoquent certaines irrégularités, dont la prise en charge médicale qui n'est toujours pas effective. On a vu des gens qui ont eu des accidents du travail pendant le communauté qui est en train de fermer, avant même la fermeture, mais on les a fait partir de ces cas de tous les jours. La prise en charge par rapport à la santé, c'est des accords qu'on a signés avec Karen, assurance pour 5 ans. On a dit que l'accord sera mis à compter du 1er mai 2021 pour une prise en charge. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas effectif. Ils ont dit que c'est 90% qui vont gagner, c'est écrit derrière la carte. Quand tu as privé, tu as 10 000 francs de ce qui est dans la consultation. Et 90% de JICAC, avec Comlac, aujourd'hui nous sommes en justice. On a fait un peu de conciliation avec les entrepreneurs parce que c'est l'entreprise qui va payer les droits légaux. Aujourd'hui, à peu près 630 et quelques agents statutaires, y compris 800 et quelques sous-traitants. Et ces gens-là, ils sont en chômage. Il faut qu'ils ne fassent quelque chose au niveau d'Arlit. Depuis 2010, la commune urbaine d'Arlit a commencé à développer un programme dénommé Arlit après les mines, indique Mogi Abdurrahman, le maire. Ceci dans le but de créer des secteurs économiques qui ne dépendront plus de l'eau. Nous avons un projet de faire de lutte, un plan de transformation des produits agricoles de toute la région d'Agadez. Pourquoi? Parce que nous avons l'espace, nous avons les ressources humaines, avec ces gens qui ont quitté ces sociétés-là aujourd'hui peuvent trouver même des idées la plus forte de petites unités agricoles. Le deuxième projet, c'est la transsaharienne. La transsaharienne, c'est cette route qui quitte Alger et qui se jette dans le lac Tchad jusqu'à N'Djamena et au Nigeria. Et ça va aussi permettre à faire des échanges commerciaux et faire d'Arlit quand même un point en cas d'attraction sur le plan commercial et qui va être quand même dissipé, Inch'Allah. Et ça va être un point extrêmement important dans le continent. Dans cette édition, la population nigérienne fait face ces dernières années à une cherté de la vie, une situation qui effraie des citoyens nigériens. Cette hausse des prix de produits de première nécessité est observée sur le plan national. Que pensent les citoyens sur cette situation et d'où vient ce problème de cherté de la vie qui prend de plus en plus de l'ampleur? Suivez plutôt la réaction des citoyens au micro de Zainabou Gagara. Shadawo kan gwamnati irin labora wallahi irin masidi irin wani hino tali irin masidi irin wani habize tali idda labize kan irgoga gine din dai irin gwanda tali zama hai kan sai ne irin gwanda tali ifose sanwo haifo kaina za'ina nuru tonton abu irsi hinga fatta gake be kan hayadan amanka ne irsi ai sidin yan sai ni kunce lokaci wallahi gilitir ni ga dai wai takikin dugu wai gukin dugu momin do wai takin dugu mo sako zan barfo da zangu iye wallahi ai ga wadin bai buru baget wato din asikar dalwaikin dugu buru baget dalwaikin dugu sai lokacin wura buru baget imane kalawaigu ingano ni gade hay nan gufo gono bumboda kan buru baget wallahi waidu no iga ne ranisi zama kar waran kanu iga ne ranisi to iko balawu fono kayar sai labora gake bi kan hayo kan gogati asika ne irsi wallahi haya gore ga tonton wasiye banda fa wallahi haya siye banda haya ga koi ginano man kidan san wai konda buro waigu baraman salam musa kuwa go marge ne ga koi gin da irma hago musa kuwa ga bisu zambar hinza wato gilitir margen wago ba kan a cada gilitir margen wago sanwo margeno gilitir go kananan yan kasuwa sun wasu ce daga manyan yan kasuwa na kuma a cikin gari kana tambayar mutane za su cewa duwan ta ƙara kuɗi sun ƙara kuɗi kayan hito sun yi tsada yanzu daidai da sabunin ga omo kayan dala 20 an ƙara sun kai 25 har zuwa 30 wannan gaskiya sai Allah man kayan ne tun daga can inda ake ɗauko su sun yi tsada to ga kuɗe transfer wannan dai gaskiya ba san yanayin ba komi yasa kayan ga sun kai mugun tsada irin haka kowa komi ya karu yan kasuwa su ma su ji tsoron Allah su zan ragewa cikin al'amuran nan
ba a ƙari yanzu gashi nan biredi ya ƙara babu wanda ya hito ya yi magana kuma ana ta sai da mu bayan Allah haka ya kamata ga gwamnati shi hito shi magana yan kasuwa su hito su magana sai a san ina na mahita take wallahi asibori ba ken fo chadu wasibori la be ba ken fo iko ngare iko ma tegi se baramayan hankan na labom kan bani am fay bani ngaro ma wadatu borese amma chadu wasibori la be ba ken fo iko ka se baramayan ko musulman islam iko mi no sa. Parlons à présent de cette actualité brûlante dans cette édition. La France a annoncé qu'après un retrait pur et simple de la force Barkhane et Takuba du Mali, un redéploiement dans les États voisins et notamment le Niger, une situation qui ne laisse pas sans voix certains acteurs de la société civile dans un entretien qu'ils nous ont accordé. Suivez leur réaction sur l'installation des bases militaires françaises au Niger au micro de Zainabou Gagara dans cette partie magazine consacrée à cette édition. Très bonne réception. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt pour le pays d'accueillir encore des forces militaires étrangères sur son territoire. Vous savez, nous depuis très longtemps déjà, nous avons considéré que le fait de faire intervenir des forces internationales dans notre région de façon générale n'était pas une bonne option. Parce que tous les pays du monde se soucient quand même de leur souveraineté. Et quand il y a un conflit, il n'est pas souhaitable qu'on crée les conditions pour que le conflit s'internationalise. Quand un conflit s'internationalise, eh bien les acteurs locaux perdent le contrôle sur la situation et finalement la décision va devenir la décision finale. C'est-à-dire la solution sera une solution souhaitée par différents acteurs dont les intérêts peuvent être aussi parfois en contradiction. Et en contradiction avec nos intérêts, mais aussi on peut avoir des alliés qui sont parfois des rivaux. Et donc c'est quand même un problème pour nos pays qui n'était pas souhaitable. Et depuis très longtemps déjà, il y a beaucoup de gens faisaient des analyses, même certains de nos voisins, par exemple les Algériens, qui sont nos voisins, qui ont un rôle important à jouer, proposaient déjà, mettaient en garde contre la présence des forces extérieures parce que le discours était de dire si on fait venir des forces étrangères dans l'espace sahélien, ça va légitimer l'action des groupes terroristes qui, à l'époque, par le passé, s'occupaient seulement de la prise d'otages occidentaux et que ça peut les légitimer et ça fait apparaître leur combat comme étant un combat contre l'occupation extérieure. Et il était question que nos pays s'entendent entre eux pour mutualiser leurs efforts. Depuis le début, avant même que la crise malienne ne devienne si grande et qu'il y ait l'intervention des Français. Nos pays n'ont pas entendu ce raisonnement. Puis après cette crise est venue, on a fait venir des forces étrangères avec les objectifs énoncés. Puis après on a vu que les gens qui interviennent peuvent aussi avoir d'autres agendas. Pour le Mali, les gens ont découvert que les Français sont là, mais ils peuvent avoir un autre agenda qui peut ne pas aller dans le sens des intérêts des Maliens tels que certains voient ça. Et évidemment, ils sont venus, ils ont chassé les djihadistes, tout le monde était content. Puis après, ils se sont interposés entre l'État malien et le mouvement, on pourrait dire, indépendantiste. Puis on a obligé le gouvernement du Mali à dire bon, il faut que tu discutes avec le groupe indépendantiste. On a trouvé un accord et on dit il faut que vous appliquiez cela. Et quand des Maliens ont essayé de dire bon, de nous cette affaire, on pense que peut-être même avec le groupe djihadiste, il faut qu'on discute. La position de la France était de dire non, mais il n'est pas question de discuter avec le groupe djihadiste. D'autres pays de la communauté internationale ont dit non, c'est pas la peine de parler avec ces gens-là, ce sont des criminels, on ne peut pas s'entendre avec eux. Mais écoutez, nous on va vous aider à les combattre. Et ils ne les ont pas vraiment aidés. Ils ont fait le G5 à la place de ce que l'Algérie proposait, le G5 Sahel. Le G5 Sahel a fait comment dirais son plan, etc. On a dit on va faire remplacer un contingent de 5 000 ou 8 000 hommes, on a fait un budget, etc. Donnez-nous des moyens
etc. Ils ont fait des plans pour le développement économique, social, etc. On attend l'argent n'est jamais venu. Comme quoi, en fait, les gens n'étaient pas pressés de rentrer dans notre agenda. C'est une erreur monumentale. Alors, arrivé à ce stade, c'est tout le pays qui devrait tirer la leçon que les forces étrangères ne permettront pas. On peut encore amener d'autres, n'est-ce pas, d'autres forces internationales, publiques ou privées d'ailleurs, mais on peut ne pas sortir de ça. Parce que chacun vient avec son agenda. Et que notre sécurité, notre souveraineté, l'intégrité de nos territoires, la protection de nos populations ne peut pas être l'affaire de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première leçon que tout le monde devait tirer. On a eu tort de penser que c'est ça. On a eu tort aussi de penser que face au groupe armé, il n'y a qu'une solution militaire. N'est-ce pas? Une solution militaire dont visiblement on n'a pas de moyens. Parce que la plupart de nos pays consacrent d'énormes ressources pour équiper les armées, les faire mouvoir. Une partie de l'argent est volée, l'autre partie qui n'est pas volée, bon, on dépense, etc. Mais on n'a pas de résultats aujourd'hui. Et on n'a pas de résultats sur le bien venu. C'est-à-dire que les forces étrangères n'ont pas un bilan satisfaisant, mais nos forces également n'ont pas un bilan satisfaisant. Et dans cette lutte, on a connu beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses graves qui ont renforcé le camp du groupe armé. C'est ça le problème. Maintenant, au lieu de tirer des enseignements de ça, on est encore en train de parler de déployer telle force à tel endroit, de tisser des alliances avec tel autre pays, peut-être de changer d'alliance militaire et autres. Et donc ça veut dire qu'on n'a même pas compris que le problème fondamental, l'erreur fondamentale, c'est de penser même que la solution à la crise est purement d'ordre militaire. Et là, on est en train de se fourvoyer totalement. Donc ce n'est pas une affaire de faire venir, etc. D'abord, il faut se résoudre à penser que le problème, la solution ne peut être que politique. Il faut discuter avec tout le monde et changer vraiment de politique. On sait pourquoi cette crise-là est arrivée. Si nos pays étaient des havres de paix, des havres de justice, où les droits des gens étaient respectés, où il y a l'équité, où les gens sont des citoyens pleins, hein, ils sont dans de bonnes conditions de vie, etc. Cette affaire ne serait pas arrivée. Mais on sait pourquoi ce malheur nous est tombé sur la tête. C'est parce qu'il y a trop d'injustice, n'est-ce pas, au quotidien. C'est parce que les droits des gens ne sont pas respectés. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, il y a la corruption, etc. Tout ce qui est mauvais, on l'a fait pendant des années. Depuis des décennies, on est en train de faire de mauvaises choses. Et c'est normal que ça se gâte un moment. Qu'il y ait des gens qui vont peut-être même prendre les armes et tout ça, qu'on se sent dans une situation même chaotique. Il y a une logique à ça. Maintenant, c'est ça qu'il faut arrêter de faire. N'est-ce pas? Et c'est sur ça qu'on devait discuter, pas seulement sur une question de force. L'idée, c'est, le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour créer les conditions pour que la corruption se termine, pour que les droits des gens soient respectés, ceux qui n'ont pas de perspective puissent trouver. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quelles conditions on crée pour que personne n'ait envie de prendre des armes pour se faire entendre. Tant qu'on n'est pas en train de raisonner comme ça, on est seulement en train de raisonner en termes de ouais, on va faire une alliance ici, on va faire venir telle force, on va acheter telle arme, c'est peut-être un hélicoptère qui nous manque, c'est peut-être ceci, cela qui nous manque, etc. Mais on est en train de se fourvoyer complètement. C'est-à-dire on n'a même pas compris que ce genre de situation-là, il y a des crises, c'est pas une question d'équipement, c'est pas une question d'armée. Les armées les plus puissantes ont parfois échoué face à des groupes même des paysans qui émergent, n'est-ce pas? Toute l'histoire nous enseigne ça. Mais là, nous on est limité et on est installé en train de penser c'est ça. Maintenant donc on pense que ouais, les gens là vont venir, etc. Bon, on ne veut pas qu'ils viennent, c'est normal, je l'ai expliqué. Mais le problème, avons-nous aussi des armées aujourd'hui à mesure de faire? Est-ce que la façon dont nos armées ont agi n'a pas déjà contribué à aggraver le problème? Est-ce que nos armées ne font pas partie du problème?
est-ce qu'ils font partie de la solution? C'est une question qu'il faut oser se poser, et de mon point de vue, et à partir de ce que j'observe, je considère que oui, nos armées font partie du problème, elles ne font pas partie forcément de la solution. La solution, c'est vraiment le peuple qui détient, et il faut des vrais débats pour discuter et redresser tout ça. Parce que on peut faire partie toutes les forces, mais si c'est pour dire non, on va faire la guerre et que nos militaires sont capables de la faire et de la gagner, là aussi on se trompe, ce n'est pas vrai de mon point de vue. Moi je ne crois pas franchement à ça. Je considère que ce qui va nous sortir de ça, c'est de se résoudre à créer les conditions pour que chaque Nigérien, c'est ça Nigériens et Nigériennes dans ce pays, que ses droits soient respectés, que les gens soient écoutés, etc. Avoir un pouvoir que tout le monde va dire voilà, ce pouvoir-là est juste, il travaille pour le peuple, etc. Le jour où on va suivre le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin du droit, peut-être que même les autres, ils vont peut-être abandonner ce qu'ils sont en train de faire et peut-être se rallier, n'est-ce pas, à un pouvoir à quelque chose qui se met en place, qui est un projet à travers lequel ils savent qu'ils peuvent gagner quelque chose, ils peuvent le faire. Mais si on ne fait pas ça, on va avoir toutes les armes du monde. On peut avoir le plus grand nombre de militaires, etc. On peut être en échec, on peut être tenu en échec par des paysans, des éleveurs qui se sont entraînés au bout de quelques temps et qui sont déterminés. C'est le lieu ici de déplorer en fait l'attitude, si vous voulez, des autorités nigériennes à deux niveaux. Dans un premier temps, je ne pense pas qu'il serait de l'ordre du bon sens que pour une décision de très grande envergure comme celle-ci, que ce soit un président étranger qui va informer les Nigériens de l'installation ou de redéploiement des forces étrangères sur le territoire nigérien. Parce que, en tout cas, c'est lui le premier, c'est Emmanuel Macron qui est le premier à informer les Nigériens sur les médias. Ce n'est que plus tard, on a vu un post que le président lui-même le président Bazoum avait posté pour cette fois-ci relayer l'information déjà donnée par Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas normal, ce qui est irresponsable de la part des autorités auprès desquelles les populations attendent quand même des informations par rapport à des questions, même des petites questions, à plus forte raison des questions qui relèvent de l'ordre de la souveraineté nationale d'un État. Il s'agit de la souveraineté nationale du Niger. On ne doit pas tergiverser là-dessus. Bon, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut aussi se dire que l'acte en soi est en train d'être posé sans pour autant passer par les voies prévues par la loi et les conventions. Parce qu'il est clairement dit dans la constitution du Niger que pour que ce genre d'installation de forces étrangères ou le déploiement de forces étrangères sur le territoire nigérien puisse être effectué, on a besoin au moins de l'avis de l'Assemblée nationale, qui est l'Assemblée où se trouvent les représentants du peuple. Ou si on ne veut pas chercher et recueillir l'avis des représentants du peuple, on peut au moins passer par d'autres canaux permettant au moins de trouver la possibilité d'informer les citoyens avant d'engager ce genre de procédures. Tout ceci n'a jamais été fait. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale du Niger ait été saisie pour cette question-là, même si c'est fait dans tous les cas, ça relève de l'ordre de officier. Officiellement, non, c'est pas fait, et donc c'est condamnable. Ça viole notre constitution, notre loi fondamentale. Et il est clair que vous ne pouviez pas aujourd'hui déployer ou faire engager les soldats français ou faire venir d'autres soldats français sur le territoire français sans abuser le Parlement français. C'est pas possible. Mais comme ici, nos autorités amies, ceux qui font office des autorités de fait dans ces pays, portent le flanc. Elles pensent qu'elles ont des dettes envers la France officielle. Il faudrait nécessairement qu'à chaque fois que la France a besoin de ces autorités-là, qu'elles puissent, sans tergiverser, accepter de se soumettre aux déshydratats des dirigeants français. Même si l'acte sur lequel ils vont se soumettre, cet acte-là constitue une entrave ou une violation de notre souveraineté, ce n'est pas leur problème.
c'est pas leur problème. Vous avez vu aujourd'hui, au niveau du sommet Union européenne, Union africaine, des questions, jusqu'à 5 thématiques sont en train d'être discutées, mais vous allez vous rendre compte qu'on dit la principale question à débat au niveau de ce sommet, c'est la question sécuritaire, la question de paix et sécurité au Sahel. Mais cette question de paix et sécurité au Sahel est en train d'être discutée à l'absence des principaux pays qui sont menacés par la sécurité, notamment le Burkina, le Mali et un peu plus loin d'autres pays. On vous dira que c'est parce qu'à la tête de ces pays-là se trouvent des chefs d'État militaires et donc par conséquent la démocratie ne fonctionnant pas bien, on n'a pas voulu les inviter. Alors même que quand vous prenez, pour ceux-là même qu'on considère comme étant des autorités de fait, mais il n'y a rien qui les sépare de ces autorités aussi qui dirigent ces peuples de fait. Ces défaites, même les autorités nigériennes sont des autorités de fait. Je n'ai pas besoin de retourner en détail pour rappeler certaines choses. Mais nous disons et nous le réitérons que l'installation des soldats ou de la force Takuba et Barkhane est illégale. Elle ne s'appuie sur aucun dispositif réglementaire. Elle ne s'appuie sur aucune voie légale, par conséquent c'est illégal. C'est un acte de force si vous voulez. On est en train de forcer les citoyens nigériens à accepter une situation qu'on aurait dû, ou dont la Constitution a fait obligation qu'on les consulte ou qu'on consulte leurs représentants. C'est pas fait et maintenant on est en droit de se poser des questions. Mais qui a intérêt véritablement à faire en sorte que les bases Barkhane et Takuba s'installent sur le territoire nigérien? Qui a intérêt dans ça là? Assurément pas le peuple nigérien. Aucun citoyen nigérien ne voudra que c'est l'intérêt du peuple nigérien. Alors de deux choses l'une. Soit on a fait avaler la couleuvre au président Bazou, qui depuis un certain temps, comme vous le savez, il a eu quand même le culot un moment devant Macron de dire que le Niger n'avait pas besoin de soldats au sol dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il dit tout ce qu'on a besoin, c'est des appuis techniques, notamment les renseignements et les logistiques. Mais ça n'a pas empêché aujourd'hui qu'on soit là en train de constater qu'il accepte le déploiement des Balkans. Balkans, il faut le dire, c'est cette force qui est chassée du Mali pour des manœuvres sordides, pour des pratiques malsaines dont elle a fait l'objet. Tout le monde savait les pratiques auxquelles ces opérations-là, Barkhane et Takuba, s'étaient livrées au Mali. Jusqu'à ce que les autorités actuelles maliennes avaient compris qu'elles ne sont pas là pour sauver le peuple malien, elles ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme, mais elles sont là pour des pratiques malsaines. Et les autorités maliennes avaient demandé purement et simplement leur retrait. Je ne vois pas pourquoi on va nous faire croire que des soldats chassés du Mali pour des sales besognes peuvent venir au Niger s'installer pour faire le bonheur des Nigériens. C'est pas possible. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.